Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Mohamed Bagat, bonjour. Bonjour Maximilien. Alors aujourd'hui pour Où va le monde, une émission un peu différente de d'habitude. On enregistre sur l'île de la Réunion et on va parler notamment islam, mais on va commencer par présenter une association. Donc je vais vous laisser pour le coup commencer par vous présenter. Alors je suis Mohamed Bagat, je suis le directeur général de l'association Unir Océan Indien, avec un parcours atypique on va dire par rapport à la société actuelle. J'ai une formation d'imam, j'ai fait mes études en Inde pendant 7 ans cette année. Au préalable, j'avais fait les études de mémorisation du Coran à La Réunion. Et j'ai voulu mieux comprendre le message coranique. Et ce qui fait que j'ai souhaité aller faire les études. Et j'ai choisi l'Inde, comme j'aurais pu choisir Médine en Arabie ou l'Angleterre ou les États-Unis, parce que l'Inde, c'est le pays de mes ancêtres. Et que c'était pour moi une manière de me réapproprier aussi ma culture, déjà par la langue, parce que je ne parlais pas l'ourdo, et je serais tenté de dire que ça a été l'une des plus belles périodes de ma vie, puisque j'ai appris le sens de l'humilité, de la simplicité en ce pays, avec deux visages, le faste de l'Inde, mais aussi la grande misère, la pauvreté. Et à mon retour sur l'île, j'ai commencé à enseigner et à diriger les prières dans les mosquées. J'ai fait 2 ans et demi sur Saint-André, le temps de former 3 jeunes à la mémorisation complète du Coran. On va dire que c'est une passion chez moi. Et puis pendant 20 ans, j'ai été l'imam de la grande mosquée de Saint-Denis. Et dans cette période, eh bien, j'ai eu le plaisir d'organiser la communication de l'islam. Nous sommes passés par le 11 septembre, qui a changé la face du monde. Nous avons mis en place des visites guidées à la mosquée qui, comme le jour de son inauguration en 1905, a toujours gardé sa porte ouverte, mais qui prenait le temps d'accueillir, de répondre aux questionnements, aux interrogations, notamment des touristes qui venaient des petits villages de France et de Navarre, et qui les surprenait, parce que c'est un islam qu'ils ne connaissaient pas, au travers de ce qu'ils voient dans les médias, parce qu'il y a l'islam, et puis il y a ce que parfois certains médias présentent, de choses totalement différentes, très loin. Et en 2005, on a organisé le centenaire de la mosquée de Saint-Denis. Ça a été un moment très fort. C'est la première fois qu'une mosquée à La Réunion, mais aussi en France, devenait centenaire, puisque la mosquée de Paris a été construite en 1925, celle de Saint-Denis en 1905. Et on a accueilli en une semaine plus de 10 000 personnes. Le futur président Nicolas Sarkozy a été venu nous rendre visite, le recteur de la mosquée de Paris, etc. Mais ce qui m'a fait énormément de plaisir personnellement, c'est tous ces temps d'échange que nous avons eus avec la population. Les Réunionnais ont parfaitement joué le jeu. En 2010, j'ai été invité à l'Assemblée nationale pour un colloque, l'islam de la Réunion peut-il être un modèle pour la République? Alors moi j'ai des difficultés avec le terme modèle, parce que je trouve que ça fait un petit peu prétentieux. Mais je pense qu'il y a des matières à réflexion sur ce que les Réunionnais ont fait. Et puis j'ai pris ensuite la direction de la Médersa de Saint-Denis. Donc on va dire que j'ai toujours eu un regard de réformateur. Ouais. J'ai voulu améliorer un peu la pédagogie, parce que je pense qu'avec le temps, il était important de permettre aux enfants d'apprendre à leur religion, mais aussi avec raison, avec compréhension. On a mis en place un référentiel,
en prenant le temps d'étudier le programme de l'éducation nationale. Si un gamin en CM2 il étudie l'ère préhistorique, mais il était important qu'il sache eh bien, qu'est-ce que l'islam dit à ce propos, etc., de manière à ce qu'il y ait un équilibre, que l'enfant ne se sente pas complexé. Et lorsqu'il est en terminale, il est capable de parler de Rousseau, de Nietzsche, et même qu'il connaisse la pensée de Confucius ou autre. Et puis en 2014, j'ai été l'un de ceux qui ont créé l'association Ineroi, tout simplement parce qu'en tant qu'imam de la mosquée, eh bien, lorsque les gens avaient des soucis, ils venaient me voir, problèmes financiers, problèmes pour manger, problèmes de couple, etc., etc. Donc il fallait quand même, pour pouvoir accompagner ces gens, avoir un statut. Non. Au moment où on a déposé les statuts, je ne pensais pas que en 2024, ça va faire 10 ans que nous aurions des locaux, des salariés, etc. Mais l'association a pris le temps, elle a grandi, et puis il y a eu un moment charnière, c'est la période du Covid, qui, comme je ne vais pas être, on va dire, je ne vais pas vous surprendre en disant que comme tous les Français ou tous les habitants de cette planète, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, aujourd'hui j'ai une double casquette, celle d'imam de la grande mosquée. Lorsque je parle, que ce soit à la télé ou bien avec les autorités, eh bien, on voit en face de soi l'imam. Mais unir grandissant, il était important d'avoir une clarté. Et l'association me permettait de donner vie aussi au message que je portais. Parce que la générosité, la solidarité ne doivent jamais être communautaristes, mais être universelles. Et donc, il y a eu l'idée de s'engager entièrement dans l'association, sans que pour autant je ne cesse de faire des conférences, etc. En aparté, de par mon titre d'imam. La semaine dernière, je suis intervenu sur demande de la gendarmerie dans une séance d'acculturation. Le Rotary a fait appel à moi pour parler de l'histoire des Indo-musulmans, ou telle autre structure m'appelle. Ça, je le fais toujours avec la même passion. Mais aujourd'hui, on s'évertue à développer, à structurer, à professionnaliser l'association Ineroi. C'est une association qui a plusieurs piliers. Le premier pilier, eh bien, c'est l'éducation. Dans le sens où on considère qu'une société, pour qu'elle ait du sens, qu'elle soit en équilibre, eh bien, l'accès à l'éducation doit être accessible à chaque citoyen avec la même chance. Et nous partons du principe que les enfants du balayeur de rue ou bien du cadre d'une grande société doivent avoir la même chance. Et c'est pour cela qu'on a créé un pôle qui s'appelle le pôle Excellence, où on essaye de faire des tarifs relativement bas, où on prend les enfants en charge et on construit un projet avec les parents. Ça peut être à partir du primaire, du collège, ou bien quand l'enfant rejoint la structure, où on va essayer de lui donner les clés qui vont lui permettre d'être autonome dans ses études, mais aussi et surtout en lui transmettant des valeurs. C'est-à-dire que le savoir dont le reflet c'est l'outrecuidance et c'est la vanité n'est pas un savoir qui est bénéfique pour la société. Mais un savoir empreint d'humilité, eh bien, c'est quelqu'un qui va devenir un maillon fort et positif pour la société. C'est ce que l'on cherche. Et naturellement, ça nous a permis de mettre en place aussi un partenariat avec la CAF sur le CLAS. Donc là, c'est dans un autre cadre, on récupère des enfants du centre-ville, après l'école, eh bien, pour faire du soutien, pour les accompagner, mais aussi avec la volonté, dans une société aujourd'hui qui porte plusieurs mots, eh bien, de prévenir la délinquance juvénile, souvent parce que ce sont des gamins issus de familles en grande difficulté, précarité, ou bien maman seule élevant plusieurs enfants, etc. Et puis nous avons aussi un pôle parentalité, c'était normal. Et le pôle parentalité, eh bien, accompagne ses parents puisqu'ils ont de nouveaux challenges. Par exemple, la semaine dernière, la CAF nous transmettait une information que le gouvernement a mis maintenant un site à destination des parents pour les accompagner par rapport au fait que les gamins, entre 7 et 8 ans, ils ont déjà accès maintenant à des sites pornographiques, le nombre de fois qu'ils regardent. Et il y a 30 ans de cela, les parents n'étaient pas confrontés aux mêmes problématiques. Il faut les accompagner. Le numérique,
Ils demandent aussi à ce que les parents soient accompagnés, l'usage des écrans, etc., etc. Et puis nous avons ce qui est l'ADN de l'association, c'est l'aide alimentaire. Donc avant le Covid, on faisait une grosse action qui s'appelait 1000 colis pour 1000 familles. On réunissait tous les Réunionnais. On leur donnait une date, ils venaient, ils prenaient des tickets, les dossiers étaient étudiés, puis on distribuait les colis. Puis on a vu avec la période du Covid qu'il fallait changer. Donc on est parti sur de nouveaux formats, vous avez pu le voir. C'est-à-dire changer? Éviter qu'il y ait 1000 personnes au même endroit. D'accord, au même moment. Pour éviter, parce que propagation de virus, etc., etc. Donc là, chaque lundi, chaque jeudi, les gens viennent. Et puis 2 fois dans l'année, nous organisons ce qui s'appelle la caravane de la solidarité, où c'est l'association qui va à la rencontre des Réunionnais. Je crois qu'on a pratiquement fait toutes les communes, sauf 2 ou 3, type Étang-Salé. Je ne saurais pas dire, Étang-Salé, on n'est pas parti après. Les Avirons, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, lorsque les médias communiquent, que les gens de ces communes ont dit mais quand Mimir viendra chez nous, on viendra, mais il faut savoir que sur, par exemple, l'aide alimentaire, c'est l'association qui offre les colis sans aucune subvention, aucune aide. On se débrouille. Et ça représente quand même... C'est-à-dire que tout le financement de l'association, et c'est la question que je me posais depuis tout à l'heure, comment ça se passe alors? Qui participe à ça? Alors sur certains dispositifs, nous avons des partenariats que vous avez pu voir à l'entrée. CAF, mairie, département, etc. Vous avez une enveloppe, un budget minimum qui vous permet de pouvoir, sans rentrer forcément dans les détails, mais je me disais les locaux, les salaires minimum. On va dire que sur une grosse partie du budget, on essaie de se débrouiller comme des grands. Et on essaie d'être imaginatif. J'ai eu 50 ans cette année, mais ça blanchit les cheveux rapidement. Mais parce qu'on est passionné. Par exemple, un des sujets portés une des thématiques portées par l'association, c'est la laïcité. Moi, je crois beaucoup dans la laïcité, celle de Jean Jaurès. Et en 2016, on avait invité le professeur Jean Bobéro, créateur de la sociologie en laïcité. Et le professeur Bobéro avait eu cette belle formule à la fin du colloque en disant le vivre ensemble réunionnais découle d'une parfaite compréhension de la laïcité. Et que le professeur disait que je ne crains pas particulièrement le racisme pour les Réunionnais, mais ce que je crains, c'est l'explosion sociale. Parce qu'à partir de ce moment, on aura tendance à stigmatiser telle communauté par rapport à telle communauté. Et je pense qu'il est important que les Réunionnais sachent se structurer, s'organiser pour éviter une implosion. Et donc, oui, vous aviez une question? Alors justement, tout ce que vous me dites m'intéresse, et c'est en même temps assez fourni. Et j'en dégage 2 thématiques, mais ça tombe bien, c'est un peu ce que j'ai lancé au départ, la question de votre association et puis la question de l'islam. Alors, je voulais revenir sur 2-3 petites choses qui me venaient. Vous avez l'air d'être un peu partout, alors c'est pas une critique, au contraire, je vous félicite d'avoir tout cet élan, mais j'ai l'impression que vous pouvez parfois faire... venir combler peut-être des difficultés au niveau de l'éducation nationale, de la prévention, de la protection de l'enfance, de l'assistance sociale, il y a la question de l'aide alimentaire. Et donc je me disais que finalement, vous devenez un partenaire indispensable sur l'île. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui sont du même rang, du même ordre? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que quelque chose d'essentiel dans la vie, c'est l'humilité. Et tout ce que l'association fait aujourd'hui, on essaie de le faire avec beaucoup d'humilité. Et le message que je transmets aux médias après chaque opération, c'est que ce que l'association fait aujourd'hui ne représente même pas la moitié d'une goutte dans l'océan des besoins qu'ont les Réunionnais. Maintenant, nous avons essayé... Vous ne remplacerez pas l'État non plus, de toute manière. On ne pourra jamais. Et maintenant, ce que nous avons essayé de faire, c'est que tous les dispositifs que nous créons sont complémentaires les uns des autres. Lorsque je fais le classe, c'est-à-dire on récupère les enfants des familles en grande difficulté, là vous avez vu l'illettrisme, beaucoup de ces enfants, leurs mamans sont chez nous. Donc on est en train d'essayer de travailler pour que ces mamans qui ne savaient pas lire, écrire, compter au départ,
et qui avaient perdu confiance en elles. Les gamins arrivent, leur montrent leurs exercices, leurs devoirs, leurs notes, les mots des professeurs, eh bien, ne viennent pas parce qu'elles ont honte de fait de ne pas savoir s'exprimer, et puis parfois elles n'osent pas venir par rapport à une culture différente. Eh bien, on essaie de faire en sorte que tout ça prend forme. On essaie de créer ce maillage. Là, par exemple, c'est la semaine du goût. Ces dames, il y a 2 semaines, ont fait une pièce de théâtre. On est en train de préparer une plus grande pièce pour la fin de l'année. Et c'est que déjà en elles retrouvent l'amour de soi, la dignité. La dignité d'être une femme, d'être une maman, d'être un parent, etc. Et ces mêmes parents, j'en ai vu une tout à l'heure quand on est arrivé, qui est en train d'attendre. Elles savent que à la fin du mois, elles ont des difficultés. Elles viennent, elles ramènent leurs documents. Donc elles vont avoir un colis alimentaire. Demain, elles ont besoin de tels documents administratifs, etc. Le PIF est là pour ces personnes. Et puis à côté, on a aussi créé un club sportif. Parce que on sait que les enfants, je vais vous parler du fait qu'aujourd'hui, moi j'ai 6 enfants et à la base je suis enfant unique. Donc mes enfants, je les observe énormément. Ouais. J'apprends beaucoup de choses et ça m'amuse parfois quand je les écoute échanger entre eux. Je me dis, c'est comme ça lorsqu'on est frères et sœurs. Parfois il y en a 2 qui sont complices, il y en a 2, etc. L'aînée est mariée, la dernière n'est pas partie à l'école aujourd'hui, elle a eu la fièvre toute la nuit, elle a 4 ans. Ouais. Et ce qui fait que j'ai passé une nuit très agréable. Mais lorsque je regarde mes enfants, je sais que dans cette société, si on ne leur propose pas des alternatives, ce sont des gamins qui vont rester soit devant la télé, soit devant le téléphone. Donc l'idée, ça a été de créer un pôle avec du futsal, mais où moi j'ai demandé dès le départ, pareil, comme pour le pôle pédagogique, on transmet des valeurs. Le respect, le fair play, apprendre à accepter de perdre. On est dans une société où on veut tout le temps gagner, on veut être le plus beau, on veut être le meilleur, c'est pas possible. Parfois dans la vie on gagne, parfois on perd, on échoue. Et ça nous a obligés, parce que c'était la démarche à suivre, à s'inscrire auprès de la Fédération française de football, à créer un club, etc. Qui s'est inscrit en seconde division. Moi, je me disais, ils vont taper dans la balle. Ouais. Sauf que la première année, ils sont passés en première division. Et aujourd'hui, on est leader du championnat. Et on a joué la demi-finale de la Coupe de la Réunion samedi. On est qualifié en finale. C'est la célébrité qui n'était pas prévue. Et ce qui fait, ça, il faut de nouveaux budgets. On avait commencé avec un petit groupe de joueurs. Et aujourd'hui, Unir attire, on a à peu près 24 joueurs. Et un des sponsors était là samedi pour la demi-finale. Et je disais, tu regardes. Lorsqu'on a commencé, parfois on avait des jeunes seulement de certains quartiers de Saint-Denis, Mahorais, etc. Aujourd'hui, on a toute la Réunion. Unir, c'est la Réunion. On a des créoles, on a des oreilles, on a des chinois, on a de tout. Et c'est le sens du projet qu'on porte. C'est-à-dire que tous les Réunionnais ensemble, on est capable d'œuvrer pour faire en sorte que ce vivre ensemble perdure et qu'on puisse demain le transmettre à nos enfants. Parce que la plus belle des choses qu'on pourra faire, parce que quand vous arrivez à La Réunion, vous qui venez d'arriver de métropole, quand vous mettez votre pied à l'aéroport, la première chose que vous ressentez, c'est qu'à La Réunion, vous êtes dans un contexte différent. Vous marchez, vous vous fondez dans la masse des gens qui êtes là. C'est pas comme dans certains endroits, si quelqu'un comme moi, alors le jour où je retrouverai la taille de Tom Cruise, je vais de nouveau me mettre en jean et en polo. Mais aujourd'hui, c'est dans cette tenue que je me sens à l'aise. Mais j'imagine bien que lorsque j'arrive à Paris, les gens vont se dire, oh là là, un barbu, il est habillé comme ça, il vient d'où, etc. J'en parle parce qu'en 2010, lorsque j'ai pris l'avion, c'est ce que j'avais ressenti. D'habitude, je voyage sur des compagnies telles qu'Air Mauritius, Emirates, les sièges sont plus confortables pour moi. Et là, comme j'étais invité par le gouvernement, on m'a mis sur Air France. Et c'était un petit peu plus ça à l'époque, je pense qu'Air France s'est amélioré depuis. Et je suis rentré en dernier dans l'avion. Et au moment où je suis rentré, j'ai senti les visages se pâlir.
les gens devenir stressés. Sur le ton de l'humour, j'avais dit à Canal+ à l'époque, je leur dis, bah, limite, c'était si je ne chuchotais pas à l'oreille du compagnon ou de la compagne, chérie, appelle les enfants, dis-leur qu'on n'est pas sûr d'arriver à Paris parce qu'il y a un barbu qui voyage avec nous. Mais à La Réunion, non. À La Réunion, lorsque vous êtes barbu, vous avez les cheveux rasés, vous vous habillez en orange ou bien en pagne, vous ne gênez personne. Et ça n'a pas de prix. Alors justement, c'est sûr que quand on n'a pas venu ici, on peut avoir du mal à percevoir justement cette différence. Et je crois que vous décrivez bien le fait qu'on puisse avoir un multiculturalisme assez tranquille et qui ne soit pas surcommenté d'ailleurs et qui semble aller un peu de soi. Juste pour revenir par rapport à l'association, et une question qui me venait, c'est que je me dis que vous faites un peu parfois office de tutorat, vous êtes là peut-être pour par moment éduquer ou donner quelques valeurs, éduquer dans le sens noble. Et encore une fois, même en montant une équipe de football, vous avez un succès fou. Je me dis qu'il n'est pas impossible que les autres structures soient un peu trop fermées et que vous incarniez encore plus l'ouverture que les autres. C'est quand même interpellant pour moi en tout cas. Pour revenir sur cette histoire de multiculturalisme, de modèle, vous êtes un modèle, c'est un exemple de laïcité, vous avez dit tout à l'heure aussi, éviter l'implosion. Vous pouvez me parler un petit peu de tout ça parce que ce qui fait que je suis venu vous voir, c'est notamment parce que je suis interpellé par ce fonctionnement qui semble moins problématique finalement qu'en métropole. Vous pensez que c'est une peur de l'implosion derrière qui motiverait l'obligation en fait de pouvoir tous vivre ensemble? La thématique qu'on entend souvent par la gauche, c'est vivre ensemble. Et une fois qu'on a dit vivre ensemble, ben on n'a pas dit grand-chose, parce que vivre ensemble, c'est très concret. C'est avoir des codes différents, des habitudes différentes. Ça semble parfois un peu compliqué dans l'Hexagone ou en métropole. Et vous nous décrivez qu'ici, finalement, il y aurait moins d'étincelles entre les gens. Vous savez, actuellement, je suis des séances chez le kiné. J'ai un problème à l'épaule et je me suis dit, le seul moment de la semaine, j'ai 2 séances par semaine où je peux être tranquille, c'est lorsqu'il est en train de... Mais j'ai un kiné... Il y a la prière et il y a le kiné. Mais le kiné a découvert un peu qui je suis et je suis inondé de questions et je me dis, oh là là. Et ce matin, il me demandait, mais... comment trouver la sérénité, la tranquillité, la paix? Il vous a demandé ça, il faut lui dire d'aller chez le kiné. Je lui disais, mais c'est comme vous. Parce qu'il me disait, ah, mais c'est compliqué ce que vous avez, c'est peut-être une tendinite, ou il y a une luxation quelque part, ça va prendre du temps. Je lui disais, mais voilà, ça demande de l'attention. Je lui dis, mais au plus profond de chacun d'entre nous, il y a des blessures. Et pour pouvoir être quelqu'un de meilleur, il faut déjà que j'accepte les faiblesses qu'il y a en moi. Et puis je suis la personne, eh bien, en fonction de l'environnement, du parcours, de l'histoire que j'ai eue. Parfois on essaie de se donner une image, mais la réalité est tout autre. Pour l'île de la Réunion, moi il y a une date qui m'a marqué, c'est 1992. En 1992, il y a eu les événements de Freedom. Pour une télé, on avait à l'époque une seule télé libre, mais qui n'était pas une télé, on va dire, reconnue par l'État. Lorsque l'État a décidé de mettre fin à cette télé, eh bien les Réunionnais sont descendus dans la rue et il y a eu énormément de dégâts. Des boutiques dévastées, il y a même eu des morts. Moi, je n'avais jamais vu cela. Mais tout le monde a été d'accord par la suite, après avoir analysé cet événement, pour se dire, mais au-delà de la télé, c'était le malaise social qu'il y avait, eh bien, que les gens avaient exprimé. Et à La Réunion, vous savez qu'on a des taux assez horrifiants de chômage. Plus de 25%, je crois, c'est ça, des actifs qui sont au chômage. Ouais, je crois. 27 ou 28%. Je crois même qu'on se rapproche des 30. Oui, oui.
et la précarité, etc., etc. Et dans cette société-là, il est important qu'on mette en place eh bien, les leviers, les moyens, les structures pour que les uns et les autres aient au moins l'esprit qu'ils ne soient pas isolés, qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils ne soient pas abandonnés. J'ai commencé à parler à la télé en tant qu'imam. Alors, je venais en vacances parfois, j'avais 18 ou 19 ans. Et ça veut dire que quand je me balade, j'ai toujours cette problématique. Il y en a toujours une ou deux personnes qui vont me reconnaître. Et j'aime beaucoup l'anonymat, c'est pour ça que souvent, quand j'ai l'occasion, je vais dans des endroits en vacances où je peux, on va dire, vivre un petit peu dans l'anonymat. Avec l'aventure Unir, j'ai découvert quelque chose de différent. Quand je vais dans un endroit, je vais toujours rencontrer une ou deux personnes qui viendront me voir en me disant « Monsieur, merci, ma grand-mère, elle a eu 5 kilos de riz. Ma maman, il y avait à manger à la maison ce mois-ci, etc. etc. » C'est-à-dire que les réunionnistes se disent « On n'est plus seul ». Mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, ce n'est pas de se dire que Unir vient se substituer à qui ou quoi, ou qu'on serait les champions du monde. Non, la volonté, c'est qu'on soit aussi une source d'inspiration. C'est-à-dire que demain, si on a 10 structures comme Unir sur l'île, que ce soit à Saint-Denis ou ailleurs, et qui soient là pour accompagner et aider les uns et les autres, c'est extraordinaire. Parfait, mais en même temps, on pourrait aussi se dire, et moi je vais faire l'avocat du diable et je reste bien extérieur puisque je ne vis pas à l'île de la Réunion. Moi je me dis que vous réussissez, mais on pourrait se dire que c'est pas à vous de réussir à cet endroit-là en fait. Vous voyez, quand vous parlez de sensation d'abandon et sensation de ne plus être abandonné ou de ne plus être seul, je trouve ça à la fois entendable et honorable et vous gardez une humilité, ça, il n'y a pas de souci, mais où est l'État en fait à cet endroit-là? C'est la question que je me pose. Alors l'État ne peut pas fournir forcément du travail en claquant des doigts, mais je me dis que vous avez une délégation finalement pour pouvoir rassembler, contenir quelque chose aussi de l'ordre de la société qui pourrait déborder, qui souffre et finalement vous êtes une solution, mais voilà, je me pose la question de la coexistence entre vous et le gouvernement en fait. En tout cas, vous devez certainement être bien félicité parce que vous remplissez des missions qui sont nobles et à tous les endroits, que ce soit le sport, l'éducation. Non, alors on ne supplée personne, on travaille en partenariat avec les uns et les autres, et ce que nous sommes capables de le faire, c'est parce que nous nous poussons vers un terme qui est essentiel pour nous, c'est la synergie. Seul, je ne peux rien. Ensemble, on peut réaliser beaucoup de choses. Et des structures telles que Unir, eh bien, il y en a eu d'autres avant, qui font énormément de choses. Il y a la Croix-Rouge, qui ne supplée pas l'État, mais qui fait du travail. En métropole, vous avez les Restos du Cœur, qui aujourd'hui... C'est une question générale, hein, pas que pour la Réunion. C'est la question de l'associatif qui parfois... Mais on a besoin de l'associatif. Et je pense que... on a 1,8 million de salariés dans l'associatif, qui est un très grand employeur, ça c'est sûr. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsqu'on gère une association, c'est comme si on gère une entreprise. À partir du moment où on pense que c'est de l'associatif, on va le gérer comme ça le dimanche. Oui. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? Et puis il y a la question du lien aussi, c'est-à-dire que vous êtes du coin et qu'on pourrait se dire, finalement, si c'est le gouvernement, c'est quelque chose d'éloigné en termes de préoccupation et de connaissance du terrain. Vous connaissez le terrain en fait. Mais, et puis, ce qu'on peut faire, on peut réaliser certaines choses, c'est parce que nous sommes aussi appuyés par des partenaires tels que l'État, les mairies, etc. Lorsqu'on a besoin d'autorisation pour monter une action, eh bien, on nous aide, on nous permet d'accélérer les choses parce qu'on connaît l'engagement de l'association. C'est pour cela que, je le répète, c'est un travail commun.
Par exemple, il y a un secteur de Saint-Denis où l'on travaille beaucoup, c'est le secteur le plus touché par la précarité, c'est Prima, pas très loin de l'aéroport. Eh bien, lorsqu'on mène des actions là-bas, l'élu du quartier est là, on nous met à disposition la mairie annexe pour que nous puissions faire les distributions de colis, etc. Si demain, moi, je viens avec un camion, avec mes colis alimentaires, mais je n'ai pas personne pour m'accueillir, pour mettre un local à disposition pour faire, c'est un petit peu compliqué. Voyez bien que sur le PIF, aujourd'hui, on a une belle relation de confiance entre Uniroï et la CAF de La Réunion. Mais la confiance se mérite aussi. Oui, oui. Donc, voilà, donc on ne supplée personne. Je pense que chacun est à sa place. L'associatif est essentiel en France et surtout à La Réunion, mais aussi à Mayotte. Parce que La Réunion et Mayotte Oui, l'actualité est assez brûlante sur ça, justement. Ce sont des vases communicants. Ce qui touche Mayotte touche La Réunion. Donc, on ne peut pas se dire on fait quelque chose pour La Réunion et on ne le fait pas pour Mayotte. C'est pour cela qu'UNIR s'appelle OI, Océan Indien. Donc, on travaille sur Mayotte, on travaille sur Madagascar, on travaille sur les Comores, parce qu'on est aussi convaincu de cela. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu de la place de l'islam. Je vais donner quelques éléments, vous me direz si vous validez ça pour nos auditeurs. Il semblerait qu'un conseil ici est élu pour 3 ans dans chaque mosquée. Les imams ne sont pas que de simples employés, alors qu'ils sont souvent responsables des mosquées dans l'Hexagone. En fait, le culte et l'administratif sont apparemment bien distincts. Vous avez une école de formation des imams, et comme vous nous le disiez aussi, c'est intéressant, qui enseigne l'histoire de France. Des mosquées qui sont autofinancées et qui seraient apparemment pas soutenues par les pays étrangers. Moi, je voulais avoir votre sentiment sur pourquoi il y a ces différences si importantes entre la Réunion et l'Hexagone. Alors, je pense qu'on peut dire que c'est pas la même histoire. On pourrait aussi expliquer une différence de traitement médiatique, peut-être. Avant tout, je pense que vous avez donné la réponse. Parce qu'on n'a pas la même histoire. Parce qu'on n'a pas la même histoire. Lorsque j'arrive d'Algérie et que je viens m'installer en France et que je me dis je vais travailler, puis je vais retourner dans le bled. Et lorsque j'étais en Algérie, 98% de la population était musulmane, il y avait des mosquées partout, j'avais des codes musulmans partout, et j'arrive en métropole du jour au lendemain, je suis perdu. Je me suis perdu. Et au bout de la 2e, 3e génération, je m'aperçois que mes enfants sont restés en France métropolitaine, et ils sont musulmans. Et que ces enfants-là, ils sont attachés à leur religion, ils ont envie de vivre leur religion. Mais l'islam est une religion, donc elle a une visibilité. Lorsque je prie, j'ai besoin d'une mosquée. Lorsque je jeûne, le ramadan est une période, même si je jeûne, où les gens savent que c'est le ramadan. Lorsque je consomme du halal. Ça a de la visibilité d'être musulman. Mais il y a aussi la part d'histoire de la France avec l'Église catholique, qui a été très douloureuse. Et puis, l'arrivée de la laïcité qui fait qu'on ne voulait plus de visibilité religieuse. Mais du jour au lendemain, lorsqu'on s'aperçoit que les musulmans sont encore là, ils sont là, et certains sont devenus médecins, d'autres sont devenus avocats, d'autres se sont lancés dans la politique, d'autres dans le sportif, et on se dit, mais ils priaient dans les caves, mais maintenant ils veulent des mosquées dans les villes. Et dans certaines villes, on a de belles mosquées, comme à Paris, à Nantes, à Marseille, etc. Donc, ça gêne. Et parce qu'on ne prend pas le temps d'essayer de se comprendre correctement, et qu'on veut construire le modèle de la structuration de l'islam à la place des musulmans, on échoue à chaque fois. On essaie, avant le CFCM, on avait essayé d'autres choses, et après le CFCM, on part sur autre chose. Et la communauté musulmane, elle se dit, mais donc on va être représenté par rapport à ce que telle mosquée fait 1000 mètres carrés,
Donc elle a 2 représentants. Telle mosquée fait 200 mètres carrés, donc elle a tant de représentants. Et ce sont eux, autour d'une table, qui vont décider pour nous. Mais nous, on n'a pas demandé à ce que ce soit eux qui nous représentent, etc., obligatoirement. Et puis, lorsque je suis imam, il faut que je connaisse aussi le contexte dans lequel je vis. Aujourd'hui, la France a la chance d'avoir des imams de qualité. Mais nous avons aussi une période où bien nous avions des imams qui étaient envoyés par différents pays qui géraient certaines mosquées. Et ces imams qui venaient, mais qui prônaient un islam qui n'était peut-être, ou ne tenait peut-être pas compte Quelque chose de décontextualisé, quoi, du finalement. contexte dans lequel ils vivaient. C'est une vraie question, vous en avez parlé, la connaissance de l'autre. Mais vous dites on peut avoir lu Nietzsche, on peut le connaître, on mais, peut avoir lu la Bible, et puis... mais la différence, la différence, elle est où? C'est que la Réunion, elle a son histoire. Après l'abolition de l'esclavage, eh bien vient la période de l'engagisme. On a des Indiens qui viennent du sud de l'Inde, et puis ceux qui viennent du nord-est de l'Inde. Ce sont les Gujaratis. Et ce sont des Indo-musulmans. Ils viennent s'installer à La Réunion. Ils ont comme particularité, ces Indo-musulmans, que là où ils sont partis dans le monde, ils ont fait du commerce et ils ont réussi. En Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, à Madagascar, à Maurice, à La Réunion. Ils arrivent, d'abord ils travaillent très dur, certains vont être agriculteurs, certains vont être marchands ambulants. Et puis en 1890, un armateur du nom de Botawala, qui a mis en place un comptoir commercial sur Maurice, se dit ce serait bien qu'on en ait un sur La Réunion, cependant, il faut qu'il soit convaincu de rester sur l'île. Et pour qu'ils soient convaincus de rester sur l'île, eh bien, il faut leur donner les moyens pour s'épanouir culturellement et cultuellement. Qui dit culturellement dit qu'ils doivent avoir des lieux de prière. Sauf que ces premiers musulmans n'ont pas encore beaucoup de moyens, et c'est pour cela qu'ils vont acheter un terrain dans la rue du Grand Chemin, au 111 de la rue du Grand Chemin. À l'époque, le 111 de la rue du Grand Chemin, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la rue Maréchal Leclerc, l'artère principale de Saint-Denis. Pourquoi ils choisissent la rue du Grand Chemin? Par souci de discrétion déjà, parce que ce n'est pas une artère principale, et deuxièmement, parce que par rapport à leurs moyens, ils ont fait avec les moyens de l'époque. 1897, ils font la demande de construction de la mosquée auprès du gouverneur Beauchamp. Ça se passe tellement bien à l'époque, au moins de 6 mois, ils ont l'autorisation de construire la mosquée. Ça va prendre un peu de temps pour qu'elle sorte de terre. Et en 1905, on inaugure la mosquée de Saint-Denis. 1915, on a le premier cimetière musulman de France, à Saint-Denis de la Réunion. Parce qu'ils ont pensé, c'est un signe très fort. Quand ils font un cimetière, ils savent que nous, on ne va plus retourner en Inde. Nous, on va rester à La Réunion. Donc, dès le départ, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Donc, on s'installe vraiment. Comme on est une minorité en Inde. On nous laisse nous installer vraiment aussi. Mais en Inde, on était une minorité, et en Inde, on a réussi à vivre ensemble, d'accord? Parce que on s'est structuré en tant que minorité. Lorsqu'on arrive sur une autre terre, on sait aussi s'installer en tant que minorité. On n'a pas la même problématique de ceux qui viennent de telle ou telle colonie, ancienne colonie, où ils étaient majoritaires. On sait. Il y a quelque chose de plus pragmatique, de peut-être moins idéologique. Parce que et on n'est pas dans la revendication. Mais alors, est-ce que ce n'est pas aussi une façon plus communautariste de fonctionner? Non. Non, parce que... Pas avec une vision négative, c'est-à-dire des communautés qui ne sont pas obligés de passer par le moulinet parfois un peu angoissant de l'intégration, de l'assimilation, avec l'angoisse de perdre un peu son identité, mais des communautés qui vivent entre elles. En aucun cas. Parce que la première mosquée de France, celle de Saint-Denis, c'est une maison créole. À l'époque, il y avait 15 femmes. Lorsqu'ils sont arrivés. De mémoire, alors là, ça fait longtemps que j'avais lu ça, je crois qu'il y avait 6 indo-musulmanes, il y avait 2 françaises, on les appelle des Yab, 2 mauriciennes, etc. etc. Ce que vous voulez dire, c'est que d'emblée, il y a une coloration. Le métissage. Qui s'est faite. Ça s'est fait naturellement. Le métissage s'est fait naturellement, ils n'ont pas attendu. Et aujourd'hui, en 2023,
Si je vous dis que plus de la moitié de la population musulmane aujourd'hui est issue de familles métissées, c'est-à-dire que soit c'est la belle-mère qui a embrassé l'islam à un moment, ou l'arrière-grand-mère, etc. Donc on serait tous finalement tellement concernés qu'à un moment donné... On a tous un lien de famille, soit avec quelqu'un qui s'appelle Payette, l'autre qui s'appelle Waro, ou qui s'appelle, etc. Lorsqu'on se rencontre, on se connaît, on se respecte et les choses se font naturellement. Vous allez retrouver un gamin, la semaine dernière c'était Noël, mais il était avec ses grands-parents, et 2 semaines après c'est la fête de l'Aïd, il est avec les autres grands-parents. Voilà, ça c'est la Réunion. 2 fois plus de fêtes. Tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est parce que c'est comme ça. Eh bien, donc il y a eu la mosquée, il y a eu la médersa, et ça ne s'arrête pas. Parce qu'aujourd'hui, là où au départ on a construit eh bien, le cimetière, etc., eh bien, on a des jeunes qui ont fait des grandes études. Auparavant, on avait une société indo-musulmane avec essentiellement de commerçants. Aujourd'hui, on a beaucoup d'avocats de plus en plus dans la communauté, des médecins, etc., profession libérale. Et tout ça se retrouve, réfléchissent, quels sont les nouveaux besoins et quelles sont les nouvelles ambitions. Après, il y a quand même aussi du concret. Enfin, moi, je me demande la part de concret là-dedans, notamment si la formation des imams est un peu différente, si leur place est un peu différente, leur responsabilité. Et puis, je me dis que, en tout cas, tout ça doit fonctionner d'une certaine manière. Et puis, il y a la question du financement. Si je suis financé, ma mosquée, par un autre pays, parce qu'il me faut une mosquée assez rapidement, ou alors je suis dans une autre dynamique, je me dis que ça prendra du temps pour la financer, mais ça viendra de moi. Et donc, j'entretiendrai pas de dépendance avec un pays d'une autre culture. On est dans 2 voies différentes aussi. Après, les mosquées... Vous voyez, ça ne tombe pas que du ciel et de l'histoire. Je me dis que c'est aussi une somme de choix, où la Réunion se dit, nous, on va dans cette direction. Où que vous alliez dans le monde où se trouvent les indo-musulmans, c'est le même fonctionnement. Les mosquées et les médersas sont autonomes. Ils ne dépendent jamais de l'État ou de l'aide d'un pays étranger. Ce n'est pas l'Inde qui va venir financer les mosquées de la Réunion. Et d'une part. Deuxièmement, vous avez dit à juste titre que dans la formation des imams, il y a une évolution. Aujourd'hui, on a ce qui est pour moi la meilleure... Ça reste obscur, en métropole ou en hexagone, on appellera comme on veut, mais la formation des imams, ça relève plein de fantasmes. Apparemment, ici, les choses sont claires en tout cas. Non, mais les choses sont très claires. Et peut-être qu'elles le sont aussi en métropole. Moi, je côtoie quelques imams de France, en tout cas c'est très clair, c'est des gens intelligents, souvent qui sont ingénieurs, etc., et qui ont fait des études, et qui ont du niveau. Et ici à La Réunion, on a l'Institut théologique des imams de La Réunion qui est situé à la Plaine des Caves, qui fait un travail fabuleux et qui s'évertue à enseigner un islam dans son contexte, c'est-à-dire le texte avec le contexte. Et pendant longtemps, effectivement, on a fonctionné sur ce modèle qui est toujours le même, c'est-à-dire une mosquée dirigée par un conseil d'administration sur 3 ans, qui peut être renouvelé ou bien changé. Et on a des imams qui sont salariés de la mosquée. Mais aujourd'hui, La Réunion a la chance d'avoir tellement d'imams, eh bien qu'on a de plus en plus d'imams qui deviennent autonomes. Et ça, c'est une bonne chose aussi. C'est-à-dire autonomes dans le sens où ils vont construire leurs projets, ils peuvent avoir leur structure à part, et de manière à aller plus loin aussi dans la réflexion. Lorsque vous êtes... Donc en dehors d'une organisation. Ils sont rattachés au corps des imams, oui. Mais ils ne dépendent pas obligatoirement d'un conseil d'administration d'une mosquée. Ils font leur chemin, ils peuvent faire du business. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un imam n'est pas obligatoirement tenu d'officier la prière dans la mosquée. C'est là aussi, il y a une grande confusion en métropole. C'est-à-dire que dès que quelqu'un officie à la mosquée, on se dit « Ah, il est imam ». Ce n'est pas parce qu'il a officié à la prière qu'il est imam. Et ce n'est pas parce qu'il n'officie pas à la prière dans la mosquée qu'il n'est pas imam. L'imam, c'est celui qui a fait les études d'imam. Il a la légitimité et l'autorité pour
diriger la prière pour les fidèles. Il est possible que dans un endroit, en France ou même à La Réunion, dans un moment T, eh bien, il n'y a pas d'imam, c'est quelqu'un parmi les fidèles qui va monter sur le tapis et qui va diriger à la prière. Donc on va dire que l'imam de telle prière dans telle mosquée, ça a été Maximilien. Mais ça ne veut pas dire que vous avez fait des études d'imam. Moi, j'ai des amis aux États-Unis ou en Angleterre, etc. Ils ont fait des études d'imam. Certains sont devenus médecins. D'autres avocats, ils travaillent pour la famille royale d'Angleterre. D'autres qui font du business à Dubaï, etc. Mais parce qu'au final, en islam, le savoir que j'ai doit générer en moi l'amour de Dieu. Et cet amour, et puis, que ce soit dans le commerce ou autre chose, eh bien, je vais m'efforcer de l'appliquer pour donner du sens à cela. Bon, on va aller sur la dernière question, Mohamed Bagat. Merci en tout cas pour d'avoir répondu à tout ça. Mais j'aurais voulu savoir, selon vous, où va le monde alors? Où va le monde? Oui, c'est une grande question et je me dis qu'il y aura probablement suffisamment d'amour au fond de vous pour pouvoir nous donner une réponse intelligible et authentique. Où va le monde? Et je fais partie de ceux qui essaient d'être toujours optimistes. Même si nous vivons une période très difficile. Une période très difficile, le réchauffement climatique, avec tout les événements que ça apporte, la fonte des glaciers, les séismes, le réchauffement du climat ici et là, à côté de chez nous à Mayotte, la sécheresse, à Madagascar dans le sud, etc. Mais j'espère vraiment qu'au-delà de ces difficultés, cela saura nous réunir autour d'un mot, c'est la solidarité. C'est la solidarité parce que l'homme n'est jamais autant humain que lorsqu'il sait être solidaire et c'est cette solidarité qui lui donne le sens de la fraternité humaine. Voilà. Mohamed Bagat, merci pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie.